Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette étape lyonnaise de Génération transformant la France. Et cet événement, c'est l'occasion effectivement de réunir des acteurs industriels de votre territoire et d'aborder des questions d'actualité, et notamment celle de la raréfaction des ressources. Alors la raréfaction des ressources, c'est évidemment une contrainte, donc comment faire avec, comment essayer même d'aller plus loin et de transformer ça en opportunité. On en discute avec notre panel d'invités aujourd'hui. Donc à mes côtés, Lucie Tonnelier, bonjour. Vous êtes directrice énergie de Waga Énergie et là, on est dans la valorisation du biogaz, un biogaz qui provient des déchets. À vos côtés, Arnaud Villers-Darbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mekaware. On change de secteur puisque votre entreprise recycle des produits technologiques et notamment des batteries. Nous en parlerons évidemment. Thibaut Deson, bonjour. Bonjour. Vous êtes business développeur horlogerie et luxe chez Vulcam. Et Vulcam, c'est une entreprise de la métallurgie également. Et vous proposez des alliages et des process innovants. Et enfin, à vos côtés, Chantal Nonotte. Là, on change un peu. On n'est pas exactement dans l'industrie, puisque vous êtes directrice adjointe de la Banque des Territoires. On a besoin des banques, évidemment. Alors, notre sujet du jour, on l'a dit, c'est la raréfaction des ressources. Comment en faire une opportunité finalement? Est-ce que opportunité, ce n'est pas déjà un mot qui va un peu trop loin? Est-ce que gérer la raréfaction des ressources, ce n'est pas avant tout une nécessité? Arnaud Villers-Darbois. Alors la ressource, elle est multiple et on est déjà sur des exemples où on voit qu'on ne travaille pas la même ressource. Mais la ressource, c'est la matière première. C'est le point de départ de n'importe quel objet que l'on veut industrialiser, voire de ce qu'on utilise dans nos quotidiens. Donc oui, la ressource, c'est une nécessité. Et quand on regarde sur l'industrie qui est la mienne, qui est l'industrie de la batterie, on remet sur le marché des métaux stratégiques, du lithium, du nickel, du cobalt. Et quand on regarde comment cette ressource elle est organisée, elle est disponible en plusieurs endroits de la Terre, mais aujourd'hui, ces filières sont organisées avec une industrie qui, pour ces matériaux-là, passe exclusivement par l'Asie, même si les matériaux peuvent venir d'Argentine, d'Australie, d'Afrique, etc. Donc, c'est une nécessité parce que si on n'a pas accès à cette ressource, on ne peut pas avoir l'autonomie d'industrialiser et de produire ce que l'on veut produire sur notre territoire, dans nos conditions, avec nos valeurs. Donc ça, c'est déjà un point de départ sur l'intérêt de la ressource. Donc comment le transformer en opportunité? Non, ce n'est pas moi qui vais répondre du tout. Mais effectivement, il y a bien un enjeu de souveraineté, évidemment, économique et assez stratégique pour la France. Se réapproprier les ressources, ça conduit à réfléchir à des nouveaux business models, à changer des business models existants, puisqu'il faut composer avec une nouvelle donne internationale. Vous mentionniez l'Asie, vous mentionniez des nouveaux enjeux de distribution et de répartition des ressources. C'est ce que vous avez fait notamment chez Vulcam. Vous avez choisi de bouleverser un secteur qui est assez traditionnel, qui est celui de la métallurgie. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Comment on s'y est pris? Donc déjà, Vulcam, sa vocation première aujourd'hui, ça va être vraiment de créer une nouvelle filière métallurgique qui va être dédiée à ce qu'on appelle des alliages métalliques amorphes. Donc c'est des alliages qui... On peut préciser ce que ça veut dire. Je vais préciser. Contrairement aux alliages conventionnels où généralement vous avez une structure atomique qui est cristalline, nous on va se baser sur un couple alliage plus procédé de fabrication qui nous permet de détruire cette structure atomique et d'avoir des métaux qui vont avoir des structures complètement désorganisées, ce qui vont leur donner des propriétés mécaniques et physiques totalement extraordinaires. Sur votre question sur la façon de construire un peu ce business model, il a été assez naturel au final parce qu'on propose un produit qui est assez disruptif. Il n'y a pas énormément d'entreprises dans le monde qui travaillent sur ce type d'alliage. Donc ça nous a demandé, déjà, par rapport à la manière de fabriquer ces alliages, de gérer tout ce qui est l'élaboration. Donc nous, on vient acheter de la matière première, des métaux purs, qu'on vient mélanger ensuite pour réaliser nos alliages, qu'on va ensuite transformer dans un processus qui est assez proche de l'injection, du moulage, ce qui est assez particulier pour les métaux. Et à partir de là, on a des pièces qui ont des propriétés qui sont très différentes des pièces qu'on a l'habitude de voir, notamment au niveau de la dureté de ces pièces, au niveau de leur élasticité. Et donc ça demande de repenser toute la filière parce que
pour travailler ces métaux, les mettre en forme pour arriver à la pièce finale. Le métier de Vulcam, c'est vraiment de fabriquer des pièces pour ses clients. Et ben, on a assez naturellement obligé de créer cette filière, de l'intégrer, de se verticaliser et de gérer la chaîne de bout en bout. Parce que ça, juste pour comprendre, c'est pas fait par les grands acteurs de l'industrie métallurgique. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des ressources, ils ont les moyens. Ce sont des acteurs qui sont présents depuis des centaines d'années. Pourquoi vous, aujourd'hui, et pas eux? Parce que justement, la métallurgie est une très vieille industrie. Donc sur cette chaîne de valeur, les différents acteurs se sont concentrés au niveau de la valeur ajoutée qu'ils apportent sur chaque étape. C'est une industrie qui est très standardisée. Aujourd'hui, quand vous achetez des matières premières, c'est sur des géométries qui sont standards. C'est de la plaque, c'est du lopin, c'est de la barre. Et vous allez tailler ensuite dedans. Pour une entreprise comme Vulcam, bah, déjà la nature même des alliages qu'on travaille est différente. Et le process est intimement lié avec le mélange qu'on fait, l'alliage qu'on travaille. Donc c'est là où on met vraiment un nouveau point de départ. Et derrière, dans une volonté de grossir, de passer à l'échelle, de vraiment créer un marché autour de ces alliages, il nous a été nécessaire de maîtriser l'entièreté de la chaîne de valeur sur notre activité. D'accord, donc innover est une première façon en fait de se réapproprier des ressources. Se réapproprier des ressources, c'est aussi ce que vous faites chez Mekaware, Arnaud Villard-Darbois, et vous avez choisi un autre moyen de procéder, même si c'est assez lié à l'innovation aussi finalement. Alors, on développe une innovation absolument, une innovation de rupture dans la chimie. Et notre métier, en fait, c'est de recycler. Mais je présente toujours Mekaware comme un producteur de métal, puisque c'est ça notre finalité, c'est de remettre du métal sur le marché. Et par rapport à l'opportunité de la ressource, le déchet qui est sur notre territoire, aujourd'hui, la philosophie qu'on développe, c'est véritablement ce déchet, c'est une opportunité. Il est constitué de multiples matériaux et on essaye de remettre véritablement le plus proche possible de 100%. On n'est jamais à 100%, mais le plus proche possible de 100%. Il y a de l'écho, c'est difficile. Mais de remettre la matière sur le marché, de la rendre disponible à l'industrie. Et un produit qui a pu être manufacturé en Asie ou autre part dans le monde, quand il est sur notre territoire, notre objectif, c'est que la ressource, on la remobilise sur notre territoire avec une solution qui soit la plus vertueuse possible, avec les valeurs de l'industrie qu'on veut développer. Il y a la logique d'écosystème aussi, parce que c'est très technique, donc il faut assembler des expertises différentes qui ne sont pas toutes dans notre entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec des partenaires qui sont experts chacun de leur domaine pour qu'on puisse réadresser cette ressource, cette matière sur l'industrie, la nôtre, en Europe, qui est en train de se réinventer en fait quand on parle de l'industrie de la batterie. Donc ce n'est pas parce qu'on ne produit pas en France qu'on ne peut pas se réapproprier des ressources. Absolument. C'est une bonne nouvelle. Vous parliez de déchets. Je pense que la transition est toute trouvée avec Waga Energy, puisque vous êtes aussi sur cette question du traitement des déchets. Et là, à nouveau, on parlait donc des opportunités, évidemment. Le traitement des déchets, c'est aussi l'opportunité d'agir de manière très locale, et ça, c'est assez intéressant. Oui, tout à fait. Donc, à Waga Energy, ce qu'on fait, c'est qu'on produit du biométhane. Donc, le biométhane, c'est un substitut du gaz naturel. C'est un gaz renouvelable qu'on peut utiliser à la place du gaz naturel dans toutes les machines qui utilisent du gaz naturel chez des particuliers ou chez des industriels. La façon dont on fonctionne, c'est qu'on a développé une technologie qui permet de valoriser le gaz qui est produit par les déchets qui sont enfouis dans les sites de stockage de déchets qu'on appelle plus communément des décharges. Donc vraiment, là, l'idée, c'est que cette pollution, qui est le méthane qui est fourni par ces déchets enfouis et qui, si on ne le capte pas, est délivré dans l'atmosphère et a un pouvoir de réchauffement sur le climat qui est très fort, qui est beaucoup plus fort que si on mettait du CO2 à l'atmosphère, ce méthane qui est naturellement produit par les déchets enfouis, on va le capter. Et la particularité de Waga, c'est qu'on va savoir purifier le biogaz qui est issu de ces déchets, qui est en gros donc du méthane, du CO2, mais aussi la particularité sur les sites de stockage de déchets, c'est qu'on a des gaz de l'air.
dans ce gaz. Et on va être capable, à travers le couplage d'une technologie de membrane et d'une technologie cryogénique, de purifier ce gaz et de l'injecter dans les réseaux pour remplacer du gaz naturel. Donc vraiment, là, l'opportunité, c'est de faire face à la raréfaction des énergies fossiles, que ce soit parce qu'il y en a de moins en moins dans les sous-sols et que c'est de plus en plus difficile d'aller le chercher, mais aussi parce que au niveau européen, on n'a pas, et au niveau français encore plus, on n'a pas des ressources importantes en termes de gaz naturel. Et avec les événements géopolitiques qu'on a vécus ces dernières années, on voit bien que la dépendance à nos voisins sur les sujets des énergies fossiles peut être un problème. Et on voit donc que la raréfaction de ces ressources fossiles, que ce soit parce qu'il y en a moins dans le sous-sol ou que ce soit parce qu'on n'y a pas accès localement, c'est l'opportunité d'aller développer des énergies renouvelables. Par exemple, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine en 2022, l'Europe a pris des mesures et a pris des engagements, par exemple avec REPowerEU, de dire on veut 35 milliards de mètres cubes de biométhane injectés dans les réseaux de gaz à l'horizon 2030. Et donc ça a été vraiment un moteur pour mettre en place des incitations pour produire du biométhane en Europe et donc créer de la valeur au niveau local. Donc on le voit, vous êtes tous dans le segment industriel. L'industrie, ça demande des usines, des bureaux, une occupation, une empreinte sur le foncier. Le foncier, c'est aussi une ressource finalement, une ressource qui coûte cher, de plus en plus cher. Et là, c'est votre rôle, la Banque des Territoires. Est-ce que vous avez des solutions aussi à apporter pour soutenir ces entreprises qui émergent ? Alors, effectivement, surtout sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un vrai déficit de foncier et on a énormément de mal à attirer de nouvelles entreprises parce qu'on ne sait pas où elles vont pouvoir s'implanter. Donc, la première réponse qu'on a apportée, c'est qu'on a créé avec le CEREMA une plateforme. Alors, ce n'est pas le Bon Coin, mais ça n'a pas cette ambition-là, mais en tout cas, c'est un outil qui fait un peu l'état des lieux. C'est un outil de visualisation, de cartographie des terrains qui sont disponibles. Donc, on a fait ça avec le CEREMA, c'est disponible. Les collectivités ont la capacité de nous dire, voilà, tel endroit, tel terrain, implantez-vous, vous avez un petit descriptif. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on a créé un outil avec l'EPORA, donc il y aura une belle mise en valeur vendredi prochain avec une belle manifestation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de spéculation. Vous n'avez pas arrêté de parler de foncier, de terre, voilà. Et donc, on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui font un petit peu de spéculation dessus. Donc, l'idée, c'est de se regrouper avec l'EPORA et de permettre aux collectivités de vendre leur terrain, de protéger leur terrain, et des fois sur 40 ans. Ce qui permet 40 ans d'acheter un terrain, puis 2, puis 3, et du coup de faire une belle zone d'activité sur lesquelles les entreprises et industriels peuvent venir s'implanter. Et puis la troisième solution, c'est lorsqu'on a la chance d'avoir des filières un petit peu plus matures, donc c'est le cas dans la vallée de la chimie. On a implanté sur Saint-Fond, avec Serlimo, on a créé un bâtiment qui est exploité par une plateforme d'innovation qui s'appelle NovaOne. Et en fait, lorsque vous êtes une petite start-up et que vous n'avez pas les moyens de vous implanter, eh bien, vous pouvez louer des bureaux, plus un laboratoire, plus quelques expérimentations, plus des machines, plus des services, et vous louez 4, 6, 8, 10 mètres carrés. Et après, c'est le début, on va dire, pour une prochaine étape peut-être un peu plus industrielle. Alors, on a parlé de vos modèles, de vos innovations et de ce que vous proposez. Maintenant, on va essayer de comprendre avec qui est-ce que vous travaillez, qui est-ce que vous avez réussi à embarquer. Thibaut Deson, on commence avec vous et Vulcam. Donc, c'est une offre qui diffère, on l'a bien compris, et vous êtes positionné entre les briques d'acteurs traditionnels. Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer des clients ? À quoi est-ce qu'ils sont sensibles comme type d'argument aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, ils sont très sensibles aux performances des matériaux qu'on propose, qui effectivement changent la donne dans pas mal de paramètres, notamment si vous êtes donc, on est sur des composants métalliques, des composants de la micromécanique. Les alliages amorphes amènent des contraintes au niveau des tailles aujourd'hui de pièces qu'on est capable de fabriquer. Tout acteur qui va rechercher des pièces qui sont capables de
résister à de lourdes sollicitations, avoir plus de durabilité, des meilleures résistances à l'usure. On a aussi des meilleures résistances au frottement, donc ça va être utilisé dans les systèmes de transmission mécanique. Aujourd'hui, d'un point de vue marché, notre premier marché, ça reste l'horlogerie, que ce soit l'horlogerie d'habillage ou de mouvement. On travaille aussi dans le médical et dans la micromécanique en général. Par rapport à la question, on va dire, de cette raréfaction des ressources, pour recentrer un petit peu le débat, là, je vais plus le ressentir dans des secteurs comme le luxe, par exemple, où là, on est vraiment dans des fonctions esthétiques et aussi d'image de marque qui sont très importantes, et où là, forcément, les clients sont particulièrement sensibles à l'aspect déjà du fait que nous fabriquons en France et que aussi, nous proposons une plateforme qui nous permet d'avoir une vraie traçabilité de la matière, depuis l'élaboration de l'alliage jusqu'à la pièce finale, qui nous permet de garantir que la pièce finale a utilisé la juste ressource nécessaire. On a toujours des chutes, mais que toutes ces chutes, grâce à la traçabilité et grâce à ce côté fermé de notre boucle, nous permet de recommencer un cycle à partir de cette matière et de recommencer comme ça pour optimiser au mieux ces ressources qu'on utilise. Donc, notion d'image de marque, sans vouloir tomber dans des clichés ou des stéréotypes, est-ce que je suis pas certaine que les gestionnaires de décharge, ce soit leur sujet, cette gestion de l'image de marque. Comment est-ce que vous les convainquez d'adhérer aussi à la solution que vous proposez? Quel est l'intérêt qu'ils vont y trouver? On leur parle déjà de l'impact positif que le projet va avoir sur l'environnement. Et justement, les opérateurs des sites de stockage de déchets, pour eux, l'image qu'ils vont renvoyer à la collectivité, aux gens qui sont autour du site, est importante. Donc, si on peut améliorer l'impact sur l'environnement de leur site, c'est quelque chose auquel ils sont sensibles. On a d'ailleurs travaillé avec des grands acteurs de gestion du déchet que sont Suez et Veolia, dans une étude sur laquelle on a travaillé avec Ecube, a démontré qu'un site de stockage de déchets bien géré a un impact sur l'environnement qui est plus faible qu'un incinérateur. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles les opérateurs de sites de stockage sont sensibles. Après, bien sûr, pour les faire bouger, sinon, il y a deux autres aspects qui sont importants. Il y a la réglementation qui contraint, par exemple, les opérateurs de sites de stockage à capter le biogaz qui est généré par le massif de déchets. Et ensuite, pour que cette captation soit vraiment optimisée, nous, ce dont on est convaincu, c'est que ce qui marche mieux que la contrainte, c'est l'incitation. Et notamment avec donc le contexte REPowerEU dont je parlais avant, où l'Europe cherche vraiment à produire de l'énergie renouvelable, et ça c'est décliné par la France dans les réglementations. On a vraiment une incitation à produire du biométhane en France. Une des illustrations, c'est par exemple le système de certificat de production de biogaz qui a été mis en place récemment en France. Ça donne une valeur au biométhane que nous on produit, et cette valeur on la partage avec notre partenaire local qui est le site de stockage de déchets. Et donc plus il va bien capter son biogaz sur son site, et donc plus il va diminuer l'impact de son site sur l'environnement, plus il va avoir de revenus, parce que plus il va pouvoir valoriser cette ressource, et ça va permettre d'avoir plus d'énergie renouvelable en France et d'avoir moins de dépendance aux énergies fossiles. Il y a beaucoup de choses qui bougent en France, quand même, entre Europe et France aussi, réglementation. Alors là, on est plutôt à un niveau européen, mais en termes d'incitation, en termes d'encouragement, et aussi sur des créations vraiment de filières entières. On le voit notamment dans le Nord. Alors ici, on est Auvergne-Rhône-Alpes, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans le Nord de la France, notamment autour de ces structurations de filières industrielles. Et là, je crois que vous êtes aussi présent. Comment est-ce que ça se passe? Avec qui est-ce que vous travaillez, Mekaware? Alors, on est effectivement basé à Vénissieux pour le siège et le centre technique de Mekaware, mais notre déploiement industriel, il va se passer dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, puisqu'aujourd'hui, on est en train de préparer le déploiement sur un site à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et on est au cœur de la vallée européenne de la batterie, parce que dans le Nord Pas-de-Calais, la région a réussi à capter les projets industriels majeurs en France avec 4 gigafactories. Il y en a une 5e qui est annoncée et une 6e qui devrait être à proximité, pas dans cette région. Mais donc, il y a une industrie extrêmement importante, extrêmement concentrée pour fabriquer des batteries, pour fabriquer les véhicules électriques de demain. Donc, c'est
une industrie qui est organisée parce que ces gigafactories sont à proximité immédiate des constructeurs automobiles qui feront les assemblages. Et donc, on est venu dans une logique régionale de filière positionner notre offre de valeur sur la prise en charge des déchets de cette industrie, des déchets, des matériaux métalliques de cette industrie, pour pouvoir, dans une boucle locale, réintégrer au plus court possible les matériaux dans la chaîne de valeur. Et donc, on travaille en direct avec déjà une Gigafactory dans le Nord. C'est un projet qui est soutenu par France 2030. On travaille avec Vercor comme ça, qui est aussi une société qui a une vision très moderne du déploiement de sa propre industrie. On voit aussi que alors, ce que vous faites est formidable, tous, et il y a de l'innovation, mais que vous avez besoin en fait de partenaires, qu'il y a besoin de travailler sur toute une chaîne de valeur, et que ça, c'est quand même mieux si elle est française, mieux si elle est locale. Et là, je vais à nouveau me tourner vers vous, Chantal Nonotte. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faciliter ces créations de chaînes de valeur industrielles avec des entreprises qui sont à des stades quand même assez variés de développement, avec certains géants, avec d'autres qui sont en train de créer leurs produits? Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la Banque des Territoires, en fait, c'est le regroupement de filiales du groupe Caisse des dépôts. Donc, la Caisse des dépôts, vous devez connaître, hein, c'est le livret A. C'est-à-dire quand vous déposez 100 € sur votre livret A, il y en a 60 qui reviennent à la Caisse des dépôts pour faire du prêt, du financement aux collectivités locales et au logement social. Mais il y a aussi toute une partie où on a nos fonds propres et nous, on investit auprès des entreprises. On a vraiment à cœur de réindustrialiser la France. Je suis ingénieur de formation, je finis dans une banque et j'ai travaillé dans le nucléaire, donc je suis une des premières victimes de la désindustrialisation de la France. Mais au niveau de la Banque des Territoires, on a à cœur de réaccompagner en fait les entreprises et on offre la possibilité d'investir avec elles. C'est-à-dire lorsqu'une entreprise doit se développer et qu'elle veut s'implanter, on investit avec elle dans ses murs. Pendant qu'elle investit dans ses murs, et qu'elle investit moins dans ses murs, elle peut investir dans son outil industriel. Et ça lui évite d'avoir ce mur d'investissement auquel beaucoup d'entreprises françaises sont actuellement confrontées. Donc on crée une structure, une SCI. L'entreprise est actionnaire majoritaire. On est d'accord sur une date à laquelle nous sortirons. Et après quelques années, des années longues, plus longues que les banques privées, on va être clair, cette entreprise a la possibilité de racheter ses murs. Et en attendant, elle peut faire ce projet de transformation et de développement. Et ça permet de créer des écosystèmes. On a aussi un programme qui s'appelle Territoire d'industrie, où effectivement, on essaye de préparer le territoire à accueillir un certain nombre d'entreprises et donc de créer des filières spécifiques et qui sont en adéquation avec les besoins du territoire. Alors, vous venez de citer le mot territoire, ça tombe bien. Je voulais en parler avec vous justement, Lucie Tonnelier. Votre production, elle est notamment destinée à avoir une consommation locale. On est sur des circuits assez courts. Quels sont les rapports que vous avez avec les territoires, quels sont vos interlocuteurs et quels sont un peu les sujets communs sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer un biogaz qui est produit localement, l'épurer et l'injecter dans le réseau localement. Donc vraiment, on a une interaction et puis un projet qui s'insère dans un tissu local. On a beaucoup d'interactions du coup avec notre partenaire qui exploite le site de stockage de déchets et avec lequel on travaille pour expliquer ce qu'on fait sur le site et que l'apport d'une nouvelle technologie pour valoriser l'énergie, c'est une opportunité. Parce que des fois, il peut y avoir un petit peu d'anxiété quand on a de la nouveauté sur des sites de stockage de déchets de la part du voisinage qui peut avoir peur qu'il y ait des impacts sur des odeurs ou sur l'environnement. Donc, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour expliquer ce qu'on fait. Après, au niveau local aussi, on est pourvoyeur d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi pour nous. En gros, Vous pouvez expliquer peut-être comment ça fonctionne ou quel type d'emploi ? Oui, alors déjà, on est une entreprise française. Notre siège est à Grenoble, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. On a plus de 150 personnes qui travaillent en France aujourd'hui. On a tout type d'emploi. Donc au siège, il y a du business développement, des fonctions support. On a aussi beaucoup d'emplois techniques, avec notamment, on a aujourd'hui 22 unités qui injectent en France. Et par groupe de 2 ou 3 unités, on a un technicien qui est déployé sur le terrain pour gérer ces unités. On a un bureau à Paris, on a un bureau à Toulouse. Donc on a vraiment
beaucoup d'emplois qui sont créés grâce à notre activité de production d'énergie renouvelable. On a aussi des emplois qui sont créés chez nos partenaires, parce que donc on a développé une technologie qui est produite, et nos unités Wagabox sont en grande partie produites en France, y compris pour notre développement international. Donc on a des emplois en interne et aussi chez nos partenaires, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est important de parler d'emploi, d'autant qu'en ce moment, il y a quand même des annonces qui sortent et qui succèdent sur des possibles fermetures de sites. Donc ça devient un sujet un peu de préoccupation en France. Plus largement, l'économie l'est aussi, ou le contexte économique l'est aussi. Donc là, Chantal Nonotte, à nouveau, caution de la banque et de l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on connaît en France font peser une menace sur cet écosystème industriel qu'on évoque depuis tout à l'heure ? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement, actuellement. Ce qui est sûr, c'est que l'inflation, elle est plutôt stable. Ce qui est clair, c'est qu'aussi les taux bancaires baissent un petit peu. Donc, ce sont plutôt des indicateurs. Et le CAC 40 va très bien. On va être clair, je l'ai encore regardé hier, tout va très bien. Donc, en fait, il n'y a pas de crise, de crise économique et il n'y a pas non plus de crise financière. Les banques ont l'argent qu'il faut. Là, je pense qu'on est plutôt dans une crise de confiance et dans une crise d'incertitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le livret A, on a les encours, on est à 580 milliards de dépôts d'encours. Donc ça veut dire que les Français épargnent. Et quand les Français épargnent, ça veut dire qu'ils ont peur. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est aussi un manque de confiance, l'épargne. Tout à fait, un vrai manque de confiance. Et pendant qu'ils épargnent, ils ne consomment pas. Pendant qu'ils ne consomment pas, les carnets de commandes baissent et les entreprises se retrouvent face à des difficultés. Et en fait, on est un peu dans cette espèce de cercle vicieux d'incertitude. On va être clair, hein. Vous rentrez chez vous le soir, vous entendez parler missiles longue portée, vous avez les résultats des élections américaines. Tout ça, ça met beaucoup de troubles. Mais dans la réalité, l'économie pourrait aller bien et l'emploi aussi. Voilà. Avec un emploi du conditionnel, donc. Alors justement, on va aller voir sur le terrain comment ça se passe. J'aimerais bien avoir votre vision à tous les deux sur vos secteurs. Est-ce que vous arrivez à trouver des financements aujourd'hui ? Comment est-ce que vous vous financez ? Et est-ce que vous avez peur de ne pas trouver des financements futurs pour votre croissance ? Alors, je peux commencer parce que j'ai des grands besoins. Donc nous, effectivement, on est en train d'industrialiser notre procédé et donc on est en train de passer les différents scale-up qui vont nous permettre d'arriver à la production d'une première usine dans quelques années. D'ici à ce qu'on soit sur la production de cette première usine, on aura engagé environ 120-130 millions d'euros et on n'a pas encore de chiffre d'affaires. Donc on a besoin effectivement d'être financé, c'est-à-dire de recourir à des investisseurs, à des partenaires financiers divers. Les solutions, effectivement, Banque des territoires et Banque européenne d'investissement côté Europe sont des atouts pour pouvoir sécuriser le développement d'un projet industriel de cette nature. La partie financière, c'est un challenge permanent dans toutes les startups industrielles qui se montent. On voit dans l'industrie de la batterie, il y a eu une accélération phénoménale. On arrive au moment où on est dans le cœur de l'industrialisation. On se rend compte qu'industrialiser, il y a quelques sujets qu'il faut adresser. Ça peut être compliqué. Il faut un peu de temps pour arriver à bien déployer. Donc, ça pose des questions de confiance, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Mais globalement, il y a quand même un mouvement de fond qui correspond à un changement vraiment phénoménal de l'industrie en Europe, dans lequel j'espère qu'on va réussir à trouver les financements nécessaires, parce que c'est une question qui dépasse le côté financier, c'est une question de quelle société on veut construire demain. Et on est en train de construire une nouvelle société. Et notre enjeu, il est là. Et donc nous, notre travail aujourd'hui, le mien en particulier, c'est de démontrer qu'on amène une brique qui va permettre de construire une société demain qui sera un peu meilleure que ce qu'on pouvait imaginer. Vaste programme. Je reviens un peu terre à terre avec vous. Alors l'argent, finalement, vous en avez suffisamment? Vous avez besoin d'en trouver? Vous êtes inquiet? Donc nous, pour l'instant, on va dire qu'on a eu une levée de fonds sur le début de l'année où on a pu lever une trentaine de millions d'euros. Donc, ce qui fait que sur le court terme, ça va aller pour l'instant. Cet argent, on l'utilise tout d'abord pour construire notre première usine qui va
démarrer sa construction en janvier sur un délai de 12 mois. Donc normalement, en début 2026, on aura une usine fonctionnelle donc à côté de Grenoble pour justement pouvoir passer à l'échelle et produire des composants en alliage métallique amorphe de façon industrielle. Sur cette levée de fonds, on a des partenaires qui sont avec nous depuis le début quasiment. Je pense notamment à la BPI qui nous a toujours soutenus et accompagnés et qui est vraiment un partenaire très précieux pour nous. Ensuite, des inquiétudes sur le financement. Je pense que dans notre milieu et lorsqu'on propose comme ça une innovation assez disruptive, c'est surtout, on parlait de confiance, et surtout garder la confiance dans ce qu'on propose, dans la technologie, dans les innovations qu'elle va amener, parce que le fait de changer les matériaux, c'est quelque chose qui va être un vrai catalyseur d'innovation dans beaucoup de milieux. Et ça nous permet, nous, d'avoir des partenaires, des acteurs qui sont parfois déjà très installés, qui forcément sont intéressés par ce qu'on fait et pour qu'on atteigne leurs besoins, sont prêts à nous accompagner, à nous financer aussi. Donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le financement tant que les promesses techniques sont tenues. Waga Energy, vous êtes présent à l'international aussi, vous pourrez nous rappeler dans quel pays d'ailleurs. J'aurais aimé savoir si cette notion de raréfaction des ressources, elle était perçue de la même manière dans ces pays où vous êtes présent qu'elle l'était en France. Est-ce que c'est pour ça qu'on va venir vous chercher ou pas ? Alors oui, on est présent à l'international. Donc en Europe, on a, comme je le disais, 22 unités en opération en France. On est aussi présent en Espagne avec un site qui injecte déjà aujourd'hui. On a annoncé notre premier site en Italie récemment. On se développe également au UK, enfin au Royaume-Uni. Et on se développe aussi fort en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et on regarde aussi les opportunités en Amérique du Sud. Donc on a un grand terrain de jeu. Sur toutes ces géographies, effectivement, le sujet de la raréfaction des ressources et puis aussi du changement climatique, parce que nous, on joue sur ces deux aspects-là, est important. Alors, il peut y avoir des petites variations de sensibilité dans le temps, mais globalement, c'est quand même un sujet qui est important dans toutes les géographies où on va. Et dans toutes ces géographies, il y a des mécanismes réglementaires qui sont mis en place pour inciter à la production d'énergie renouvelable et donc que ce soit à travers des subventions directes, que ce soit à travers des objectifs. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Je pense que derrière votre question, il y a toutes les incertitudes aussi qui sont liées à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Nous, ce qu'on voit, c'est que pendant son premier mandat, la production de biométhane, elle a continué. Donc, il y a de l'incertitude, on le voit, comme disait Madame Lenotte, sur les marchés. Mais la tendance de fond, c'est quand même qu'il va falloir produire du biométhane. Et cette nécessité, on la voit se refléter quand même aussi transatlantique, quelle que soit en fait finalement la couleur politique des personnes qui sont élues. Et c'est plutôt sur des questions de sécurisation d'approvisionnement ou c'est cette notion de rareté des ressources qui va jouer aujourd'hui, ou plutôt un principe de réalisme économique ? Je pense que vraiment en Europe, la raréfaction des ressources, c'est le moteur le plus important en ce moment. Transatlantique, je pense que le sujet de la raréfaction de la ressource fossile est un petit peu moins important court terme, parce que ils ont des ressources de gaz de schiste, de gaz, de pétrole, etc. Mais par contre, il y a quand même un aspect que cette ressource, elle n'est pas infinie. Et que peut-être que sur le temps court, il n'y a pas de problème, mais il faut préparer l'avenir. Et sur le temps moyen ou le temps long, eux aussi, il va falloir qu'ils se préparent à faire avec moins de ressources fossiles ou alors avec des ressources fossiles plus difficiles à extraire, plus chères, avec un impact sur l'environnement qui est plus important. Et donc, ça commence dès maintenant. Alors, on arrive au terme de notre table ronde, mais il nous reste quelques minutes, donc je voulais en profiter pour conclure avec chacun d'entre vous. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui serait nécessaire pour accélérer encore, pour permettre à la France de se réapproprier ces filières industrielles, pour se réapproprier des ressources ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il faudrait ou qu'est-ce qui est positif sur lequel il faudrait appuyer ?
C'est un vaste programme, si c'est pour moi. On est dans un contexte quand même qui est très favorable globalement, puisque je pense qu'effectivement les conditions financières sont réunies, les enjeux politiques sont clairement identifiés. Donc le politique, que ce soit en France ou en Europe, c'est un soutien important. Il y a des réglementations qui évoluent aussi dans ce sens-là. Donc, je suis toujours dans l'univers de la batterie sur l'industrie dans laquelle je m'insère. Et il y a un contexte qui est très favorable. Nous, maintenant, notre enjeu, c'est d'arriver à délivrer au fur et à mesure jusqu'à l'échelle et de confirmer qu'on a bien des résultats qui sont différenciants. Un des enjeux importants, et c'est vraiment, je pense, clé dans notre société, c'est de réfléchir différemment comment on travaille les uns avec les autres. Ça pose la question de comment on partage la valeur. Qu'est-ce qu'on est prêt à amoindrir en termes de rentabilité ou de performance au bénéfice d'un ensemble plutôt qu'au bénéfice de sa simple structure. Et dans les activités du recyclage où on veut faire une boucle complète d'appropriation d'un déchet pour remise sur le marché de la matière, avec pas seulement une destination, mais un ensemble de destinations. Ça nécessite des expertises très diverses au long de ce cycle de recyclage. Et il faut arriver à travailler ensemble, à développer des expertises. Et pour ça, il faut qu'on trouve les équilibres de fonctionnement dans une économie qui se tienne. Alors, il y a des activités sur les métaux stratégiques où on est aujourd'hui qui fonctionnent à peu près bien, mais il y a des activités de recyclage dans lesquelles c'est plus compliqué, plus difficile, parce que l'équation économique est beaucoup moins avantageuse. Donc, un des enjeux importants pour moi aujourd'hui, c'est celui-là. Tous les indicateurs sont au vert. Et ce qu'il faut, c'est que les industriels, entre eux, réussissent à créer les conditions de cette dynamique commune. Moi, je voudrais juste rajouter, c'est qu'effectivement, on a la raréfaction des ressources, mais elle est compensée quand même par cette volonté humaine. Et je trouve que j'étais au Salon des maires la semaine dernière et j'étais vraiment stupéfaite par ces maires des petites communes qui sont arrivés avec plein de documents et qui avaient la volonté. On sait qu'on va leur retirer des ressources, on sait qu'on va leur retirer des subventions, mais c'est pas grave, ils viennent encore. Et moi, cette volonté, j'avoue que ça me rend très fière de vivre ça aussi, parce que je pense que du coup, ça va ouvrir le champ des possibles. On va être obligé de casser les schémas classiques pour y arriver. Il y a une grosse prise de conscience. On sait qu'on a moins d'eau, on sait qu'on n'a pas toutes les ressources pour vivre. On a aussi des difficultés sur les ressources agricoles. Et en fait, il va falloir qu'on soit du coup peut-être plus créatif, plus intelligent. Et là, j'avoue qu'on est vraiment dans le bon pays. Je peux peut-être ajouter un mot sur la vision côté Waga Énergie. Donc, sur le contexte français, nous, on a la chance pour pouvoir se développer d'avoir quand même un contexte réglementaire qui est porteur sur la valorisation du biométhane. On a quand même un contexte aussi qui est assez facile quand on compare par rapport à d'autres pays pour aller se connecter au réseau, pour pouvoir aller injecter notre biométhane dans les réseaux. On est très aidé là-dessus. Peut-être la chose qu'on voit sur laquelle on pourrait avoir être encore un peu meilleur pour pouvoir développer notre filière, c'est l'accès à un financement qui ne soit pas trop adverse au risque, si je peux le dire de cette manière-là. On voit que, par exemple, nous, on est présents, comme je disais, aussi en Amérique du Nord. On va trouver beaucoup plus facilement en Amérique du Nord des financeurs qui sont prêts à prendre un peu de risque. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver à avoir des gens en France qui sont très brillants, qui vont développer des choses et qui finalement vont être financés avec des fonds américains. Parce que les fonds américains vont avoir peut-être moins peur du risque que certains financements français. Et je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important de développer si on veut que les talents et les innovations qu'on développe en France fructifient en France. Voilà. Je veux bien mettre des grandeurs sur ce qui vient d'être dit, qui est très juste. J'adhère complètement. Je vous ai expliqué qu'on avait un projet dans lequel on va engager 120-130 millions d'euros. Aujourd'hui, on a sécurisé 50 millions d'euros pour nos avancées. Les startups aux États-Unis qui font le même travail que nous, elles ont levé entre 300 et 3 milliards de dollars. Voilà, donc notre compétition, elle est là. C'est pour mettre des grandeurs sur ce que vous venez d'évoquer. Donc,
on n'a pas forcément besoin d'autant, parce que je pense qu'on a un petit truc en plus, mais c'est quand même la réalité de la compétition dans laquelle on doit jouer. Si je dois ajouter quelque chose, par rapport à ce sujet de la raréfaction des ressources, c'est vrai qu'on parle beaucoup en tant qu'industriel de l'accès à la ressource, et nous, en tant que métallurgistes, à tout ce qui est minerai. Cette raréfaction, effectivement, elle se traduit par une volatilité sur les prix, un risque qui augmente sur la façon dont on va s'approvisionner et à quel prix on s'approvisionne. Donc, il est logique de commencer à réfléchir, notamment sur les chutes, les pertes de matière qu'on peut avoir, à s'assurer que la valeur qu'on ajoute est bien supérieure à la valeur qu'on enlève sur nos pièces. Donc c'est surtout là-dessus, et que c'est quelque chose qui est assez inévitable, à part pour quelques entreprises qui effectivement peuvent monter leur prix et qui ont des clients qui suivent derrière sans broncher. Mais sinon, voilà, c'est assez inévitable de repenser ces modèles, de remettre cette optimisation au centre de nos entreprises. Et je pense que voilà, ce que fait par exemple Vulcam sur proposer des nouveaux alliages, ça nous permet d'utiliser moins de matière aussi, parce que leur structure fait que à ISO performance, on est capable de proposer des pièces plus petites, donc qui utilisent moins de ressources. Donc ça va on va dire dans le sens d'avoir ces entreprises telles que la nôtre qui se développent et qui s'attaquent à ce sujet. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir éclairé ce sujet, et on se rend compte des multiples pistes aussi de réflexion qui impliquent cette question d'appropriation des ressources et d'innovation industrielle. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.